Deuxième présentation. Kossi Clément Trénoux est étudiant au doctorat de biostatistique à l'Université Laval. Il est passionné de recherche et de vulgarisation. Il dirige le café biostatistique, rédige le blog BioTrend Watch et s'implique activement dans la communauté scientifique étudiante. Ce soir, il nous explique comment l'apprentissage automatique a le potentiel d'aider les patients à recevoir le bon traitement au bon endroit, au bon moment. Bonne présentation! Hello. Merci beaucoup. Oui, merci. Eh bien, supposons qu'en venant ici, on vous a déjà préparé votre boisson ou même vos plats que vous aimez tant en se basant sur vos historiques ou bien vos habitudes de consommation. Est-ce que c'est fun ou bien c'est pas fun? OK. Donc, c'est ce genre de questions que je traite dans le cadre de ma recherche, mais appliquées au domaine de la santé. Donc, imaginez qu'une personne souffre d'une maladie, comme le cancer du sein. Donc, nous allons utiliser une technique qu'on appelle l'apprentissage automatique pour trouver le traitement qui fonctionnerait le mieux pour cette personne en utilisant certaines de ces informations, comme l'indice de masse corporelle, l'âge. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Donc, personnaliser le traitement en utilisant les caractéristiques du patient. Donc, pour cela, on utilise les stratégies de traitement adaptatives, donc en se basant sur des méthodes mathématiques ou statistiques. Et puis, si je vous dis que la statistique, c'est comme la bière. Au début, c'est amer, et puis à la fin, ça devient doux. Vous êtes d'accord? Oui, OK. Donc, on va utiliser des notions, donc des modèles mathématiques pour répondre à cette question. Donc, c'est quoi un modèle? Donc, on peut l'assimiler à une recette. Donc, supposons qu'on veut confectionner un gâteau. Donc, on a besoin de quoi? Des ingrédients. La farine, l'œuf, quoi encore, le sucre, lait, quoi? De l'eau? Oui, c'est mon OK. Donc, on va mélanger tout cela, le mettre dans un four à température temps. OK. La manière de confectionner tout cela, c'est ce qu'on va appeler en mathématiques ou bien statistique un modèle. Et les ingrédients, nous, on va l'appeler ça les variables. Et chaque composante correspond à quoi? À un X, on va utiliser des notations alphabétiques. Donc un X, un Y, ainsi de suite. On avait dit que quoi? Le gâteau doit respecter certaines températures ou bien certains process. Non, nous, on va définir des hypothèses, des règles que le modèle doit respecter. Donc, une fois qu'on a fini de définir ou bien une fois qu'on a fini de préparer le gâteau, on fait quoi? On doit goûter. Est-ce que les enfants vont aimer? Est-ce que moi-même je vais aimer ou pas? OK. Donc, pour les modèles aussi, on va mesurer à la fin pour voir est-ce que le modèle fonctionne bien ou pas. Donc, il y a ce qu'on appelle souvent un biais. On va l'assimiler à l'erreur. Est-ce que le modèle donne plus d'erreurs? Est-ce que le modèle donne moins d'erreurs? Ou bien il n'y a pas du tout d'erreur? Donc, qui a déjà entendu parler de l'intelligence artificielle? L'apprentissage automatique? OK, parfait. Donc, l'apprentissage automatique, on peut dire que c'est une sous-section de l'intelligence artificielle. Donc, le fait d'utiliser, par exemple, un robot, on va utiliser des programmes assistants virtuels qu'on ne voit pas, mais qui nous assistent dans nos tâches. Donc, l'apprentissage automatique, c'est comme un ordinateur qui apprend à partir des données de nombreuses personnes pour recommander des solutions adaptées à des groupes similaires. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de comprendre comment fonctionne l'effet d'un traitement qu'un patient reçoit en se basant sur ses caractéristiques et en sélectionnant judicieusement ces informations. Notons que l'idéal serait qu'on reçoive vos données toutes propres, comme l'arc-en-ciel, toute clean, et là, on roule les modèles qui existent, donc la recette classique qui existe sur ça. Mais la réalité est toute une autre chose, parce que quoi? Je ne dis pas que vous mentez quand vous collectez vos données, mais il y a certains, ils mentent, il y a certains refusent de donner l'information, donc on a un vide là-bas. Il y a certains qui donnent des informations qui
qui ne reflètent même pas la réalité. Donc, il faut trouver maintenant des méthodes un peu plus complexes, un peu plus robustes pour traiter ces genres de cas, pour avoir une réponse un peu plus valide. Donc, supposons qu'on a représenté les données d'un patient qui sont ici, les pointillés noirs. On voit que la méthode classique qui existe, que les médecins utilisent, propose de trouver une estimation ou bien un résultat très strict. Donc, c'est ça qui est représenté en bleu. Alors que l'apprentissage automatique, représenté ici en rouge, passe par la plupart des données. Donc, s'ajuste bien aux données. Donc, le résultat qu'on aura sera vraiment lié aux données qu'on a collectées. Qui a aussi une fois entendu parler de la poliomyélite? OK. Ah, il y a moins du monde. OK. Donc, la poliomyélite est une infection très grave et peut aussi entraîner la paralysie. Donc, en 1950, plusieurs études aux États-Unis ont montré que le fait de consommer la glace entraîne une augmentation des cas de poliomyélite. Est-ce que, comme ça, est-ce que vous êtes satisfait? Pas vraiment. OK. Donc, ici, on va voir quoi? Il y a la poliomyélite qui est la réponse ou bien l'issue clinique, qu'on le dit. Il y a la consommation de la glace qui est l'exposition. Ça peut être encore un traitement que la personne a reçu. Donc, on veut savoir si la consommation de la glace entraîne une augmentation des cas de poliomyélite. Donc, plusieurs études aux États-Unis ont montré que oui, c'est ça et autres, alors que non. Parce que quoi? Les données ont été collectées en été. En été, il fait quoi? Il fait chaud. Les gens font quoi? Sortent pour faire des activités en plein air et autres. Donc, cela entraîne quoi? Une propagation très rapide de la maladie. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, il est donc important de contrôler la variable ou bien de contrôler le mot, la saisonnalité. Donc, la saisonnalité ici sera ce qu'on appelle les facteurs de confusion. Donc, il faut trouver un modèle ou bien il faut trouver une technique qui permettra de contrôler cette variable. Et l'apprentissage automatique vraiment aide pour répondre à cette question. Donc ici, c'est les différentes techniques de l'apprentissage automatique que je liste ici, le random forest, parce qu'on avait dit qu'on peut avoir un gâteau à la framboise, un gâteau en quoi par exemple? Au chocolat. Donc ici, l'apprentissage automatique aussi a cette technique. Donc l'apprentissage random forest, super learner, etc. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé des programmes informatiques donc, pour représenter les données des patients. Donc, une fois qu'on l'envoie à l'ordinateur, l'ordinateur le comprend sous forme de table. Donc, c'est ça qui est présenté ici. Donc, on aura les informations sur le patient, on aura les traitements que le patient a reçus, et puis l'issue ou bien la réponse de chaque traitement. Donc, on va diviser les données en 2 assiettes. Et puis, dans chaque assiette, on va rouler les différentes techniques qu'on a dit de l'apprentissage automatique dans chaque assiette. On va les switcher pour encore utiliser l'apprentissage automatique et à la fin, mettre les assiettes ensemble pour trouver les stratégies de traitement afin de construire maintenant une règle de décision valide afin que chaque personne reçoive le bon traitement au bon endroit et au bon moment. Donc, pourquoi on fait donc le croisé? C'est ça qu'on appelle la validation croisée. On avait dit que l'apprentissage automatique s'ajuste bien aux données. Donc, le fait de diviser, on a l'assurance qu'il ne manquera pas, par exemple, de sucre. Et s'il manque de sucre même, étant donné que l'apprentissage automatique est un assistant intelligent, à la fin, ça va nous aider à avoir plus ou moins une réponse correcte. Donc ici, on a essayé donc, de reproduire les données de 5 patients et on avait vu que la technique ou bien la méthode classique qui existe donne des erreurs élevées, alors que par l'apprentissage automatique donne des erreurs plus ou moins faibles. Donc parmi eux, il y a encore des méthodes qui donnent des erreurs un peu élevées, mais la majorité donne des erreurs faibles et puis pratiquement nulles. Donc, l'apprentissage automatique nous permet donc de tenir compte ou bien de trouver des réponses en utilisant des données complexes et aussi permet de construire des règles de décision valides. Toutefois, il faut tenir compte de
certains défis liés au temps de calcul. Notons que pour présenter l'exemple que je viens de présenter, ça m'a fallu 48 heures avant d'avoir les résultats pour ramener ça dans Excel pour dessiner les graphiques. Donc, il va falloir donc trouver un moyen pour optimiser maintenant le temps de calcul de tout ça. Okay. Donc, comme disait, vous pouvez me suivre si vous voulez, si vous vous intéressez aux notions complexes liées à la mathématique, à la statistique. Donc, je discute souvent de ce genre de questions sur mon blog. Donc, n'hésitez pas à me suivre et surtout à vous abonner. Merci. Ouais. Dans les questions, puis on a une porteuse du micro désormais. Est-ce qu'il y a un micro sans fil? Porteuse du micro avec un fil? Ah, il y a un fil? Ah bon, laisse-le là dans ce cas. Je pense que c'est pas grave. Là. On voulait faire extra courtoisie. Hein. Tu sais, la vulgarisation, c'est un peu l'idée que l'effort de la communication repose sur les épaules de la personne qui émet le message. Fait que dans ce rôle-là, vous êtes vraiment en vacances, en gros. Fait que c'était l'idée de poursuivre ça. Mais, toujours est-il, on peut poser des questions au micro sur trépied fixe. Et là, je vois quelqu'un qui monte les marches. Je pense que je la connais. Je pense que je la connais. Évidemment, jamais c'est qui parle. Bon, tu peux poser ta question. Non. Et là, ça fonctionne? Oui, parfait. Oui, ça fonctionne. Merci d'avoir vulgarisé aussi bien les stats, mon Dieu. Je pense que c'est un truc que j'ai jamais appris à aimer puis à comprendre, mais là, c'était vraiment fluide. Fait que merci pour ça. Moi, j'ai une question pour toi sur une de tes dernières slides où tu dis que tu vas comparer tes modèles d'apprentissage, puis tu regardes ceux qui font le plus d'erreurs, etc. Comment tu sais qu'ils font des erreurs? Parce que tu disais toi-même que les données, des fois, elles peuvent être fausses, qu'il faut qu'elles soient modifiées, tout ça. Fait que, ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fais pour savoir comment est-ce qu'ils font des erreurs de manière simple, s'il te plaît? OK. Donc, supposons que les données ne sont pas toutes fausses, mais supposons que les données, on n'a pas l'assurance que c'est vrai ou pas. Donc, en mathématiques ou bien ça, c'est toujours, il existe des méthodes pour corriger ce genre de choses. Une fois déjà qu'on a corrigé, et comme je disais, le fait qu'on a confectionné le gâteau, on va le goûter. En mathématiques aussi, il y a des mesures, donc des formules qui existent, qui permettent de calculer ces erreurs-là. Donc, il y a ce qu'on appelle souvent, bon, là je vous laisse checker après, ce qu'on appelle le biais, ce qu'on appelle l'écart type, ce qu'on appelle quoi, l'erreur quadratique moyenne. Donc, il y a ce genre de mesures qui existent dans le domaine de la statistique qui permettent donc de mesurer les erreurs. OK, super, merci beaucoup. Deuxième personne au micro. OK, donc d'abord, merci pour ta présentation. Tout a été parfaitement clair. Ma question, en fait, c'est une question à deux volets. Tout d'abord, j'aimerais savoir, en fait, le modèle sur lequel tu travailles, est-ce que c'est un modèle, en fait, qui se généralise à toutes sortes de maladies? Et si c'est le cas, est-ce que ça tient compte, en fait, des données, en fait, génétiques? Parce qu'on sait, en fait, que, par exemple, la schizophrénie, on sait que, par exemple, ce sont des maladies, en fait, qui ont un peu, en fait, des causes génétiques, en fait. Donc, est-ce que dans tes données, en fait, tu tiens compte un peu des données génétiques? Je n'utilise pas des données génétiques, mais le modèle ou bien les méthodes que nous sommes en train de développer, on s'entend à généraliser ça avec d'autres types ou bien d'autres problèmes. Par exemple, nous sommes en train de penser à avoir un dispositif qui sera mis en ligne où un médecin peut donc fournir les informations à la plateforme, donc les informations sur le patient, le traitement que le patient reçoit, la réponse pour chaque patient, et puis juste un petit bouton qu'il va appuyer, et puis l'application va lui dire que, OK, parmi les 5 ou bien 6 traitements que tu as prescrits à ton patient, voilà le traitement là qui est le mieux adapté ou bien qui
qui agit sur le mal que le patient soulève. J'espère que j'ai été clair. Okay. On a le temps pour une dernière question encore. Oui, merci beaucoup pour la présentation claire, dynamique, intéressante. Vous travaillez sur le cancer du sein. Je me demandais sur quel traitement exactement vous avez pu exercer vos modèles. Et puis, vous en avez touché un mot. Je me demandais à quel point les travaux que vous menez actuellement sont sur le point d'être adoptés en clinique ou qu'est-ce qui manque pour que ça soit adopté par les cliniciens? Ouais, pour le dernier point, il faut que ça soit vraiment validé, donc faire des études, des essais cliniques. Je ne peux pas dire N fois ou bien, il faut vraiment que ça soit validé par les médecins ou bien des cliniciens, donc réaliser des essais et autres, l'entraîner sur le modèle autant de fois. Une fois qu'on a une réponse satisfaisante, là, maintenant, on peut lancer ça de manière générale à toute la population et autres. Concernant les données que nous utilisons, la variable, c'est l'hormonothérapie, le traitement. Mais nous, on a essayé de couper l'hormonothérapie et puis l'obésité. Donc, l'hormonothérapie et puis l'obésité pour voir s'il y aura une modification d'effet ou bien ou pas. Donc, c'est ça. Merci. C'est le temps qu'on avait pour les questions. On vous invite par le fait même, en fait, c'est un événement en vulgarisation scientifique. On vous invite, si vous avez encore des questions, à aller voir nos personnes qui présentent sur scène ce soir dans le cadre le plus informel qui soit. Il n'y a pas de « je suis un présentateur ». Non, on se parle dans un bar, buvez une bière, puis vous voulez savoir si la biostatistique peut vous sauver la vie. Donc, c'est tout pour Cossi. Bonne année encore une fois.